Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce jeudi. Après 4 mois d'un mouvement populaire d'une ampleur inédite au Soudan, Omar el-Béchir a été destitué par l'armée. La chute du régime et la mise en place d'un conseil militaire de transition a été annoncée par le ministre de la Défense à la télévision publique. L'ONU réclame un cessez-le-feu pour éviter une bataille sanglante à Tripoli, un appel lancé par Antonio Guterres après Conseil de sécurité. Les combats entre les forces pro-gouvernementales et les combattants du maréchal Haftar ont fait 56 morts en une semaine. Il vient de décrocher un poste stratégique au sein de la Confédération africaine de football. Le Marocain Mouad Hadji a été désigné nouveau secrétaire général de la CAF. Avant cette nouvelle nomination, il était coordinateur général de l'administration de l'instance sportive africaine. C'est un lieu mythique chargé d'histoire. La bibliothèque Ben Youssef de Marrakech abrite de véritables trésors des écrits et des reliques qui datent de plusieurs siècles. Cet espace jalousement protégé est essentiellement réservé aux chercheurs et aux historiens. Madame, Monsieur, bonsoir. Après près de 4 mois de contestation, le président soudanais, Omar el-Béchir, a été contraint de quitter le pouvoir. Le ministre de la Défense a annoncé sa destitution à la télévision publique et la mise en place d'un conseil militaire de transition pour une durée de 2 ans. L'armée a imposé 1 mois de couvre-feu nocturne dans l'ensemble du pays. Le point avec Salim Abnab. Scène de liesse à Khartoum. Les habitants ont envahi les artères de la ville pour laisser éclater leur joie. Un peu partout, l'effervescence était palpable, comme ici devant le QG de l'armée, où des milliers de Soudanais ont afflué au fil des heures. Le régime est tombé, c'est ce qu'ont scandé les manifestants, heureux que le sort du président el-Béchir soit scellé. Pour ceux qui campaient dans les rues depuis près d'1 semaine pour réclamer la démission du président au pouvoir depuis 3 décennies, c'est un véritable soulagement. Tous attendaient avec impatience l'annonce des forces armées prévue quelques heures plus tard sur la chaîne nationale. En tant que ministre de la Défense, j'annonce la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr de son chef. J'annonce également la formation d'un conseil militaire de transition pour une période de 2 ans, ainsi que la suspension de la Constitution du Soudan de 2005. Les autorités militaires ont également instauré 1 mois de couvre-feu de 22h à 4h du matin pour écarter tout risque de violence lors d'éventuelles prochaines protestations organisées comme les précédentes, de jour comme de nuit. En effet, peu après l'annonce du ministre de la Défense, les premières heures ont eu lieu. Un véhicule de l'armée a été pris au piège au milieu des manifestants. Les meneurs du mouvement ont également fait savoir qu'ils contestaient la mise en place d'instances militaires de transition. En plein marasme économique, le Soudan est le théâtre depuis le mois de décembre de manifestations initialement dirigées contre la hausse du prix du pain. La contestation s'est vite transformée en un mouvement réclamant la chute de Omar el-Béchir au pouvoir depuis 30 ans. La chronologie de 4 mois de contestation avec Salim Abnab. C'était le 19 décembre dernier. Des milliers de rassemblements ont lieu dans tout le pays. À l'origine de ce mouvement populaire, une décision gouvernementale, celle de tripler le prix du pain, objet de pénurie depuis déjà plusieurs mois. Le gouvernement avait annoncé 1 an plus tôt l'abandon des subventions publiques. Résultat, les importations céréalières sont confiées au secteur privé. Le prix d'un sac de 50 kg de farine passe de 167 à 450 livres soudanaises, soit de 200 dirhams à 550 dirhams. Les manifestations vont bientôt se transformer en un mouvement de contestation contre Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 1989. Les Soudanais réclament ouvertement la chute du régime. Des milliers de manifestants sont arrêtés et 49 personnes sont tués lors de violents heurts avec l'armée. La promesse du président el-Béchir d'instaurer de vraies réformes le 24 décembre ne suffira pas à convaincre les habitants. Le mouvement prend de l'ampleur à tel point que dès le 1er janvier 2019, une vingtaine de formations politiques réclament un changement de régime. Après une nouvelle augmentation des prix, des médicaments cette fois, Omar el-Béchir décide de limoger son ministre de la Santé. Une provocation de plus, les manifestations s'étendent désormais jusqu'au Darfour, à l'ouest du pays. L'état d'urgence est décrété le 22 février par le chef de l'État qui donne un nouveau coup de balai dans ses rangs en limogeant son gouvernement. Le 6 avril, pour la première fois depuis le début du mouvement, c'est devant le quartier général de l'armée que les manifestants se rassemblent. Les arrestations reprennent de plus belle. 2400 personnes sont arrêtées en une journée. Et malgré le durcissement de ton de Omar el-Béchir, les manifestations se poursuivent avec, pour même exigence, le départ du président.
En Algérie, la contestation populaire se poursuit, marche, rassemblement et grève à une journée du 8e vendredi de manifestation qui s'annonce décisif. Le pouvoir démontre sa force pour contenir le mouvement, usant d'un impressionnant dispositif de sécurité. Les forces anti-émeutes ont été mobilisées à Alger ce matin pour empêcher tout rassemblement. La place de la Grande Poste, cœur de la contestation, a été fermée par un impressionnant dispositif de sécurité. La manifestation a quand même eu lieu, un rassemblement contre le président par intérim Abdelkader Ben Salah. Les contestataires réclament désormais la fin du système dans son ensemble. L'ONU réclame un cessez-le-feu pour éviter une bataille sanglante à Tripoli, un appel lancé par Antonio Guterres après une réunion à huis clos du Conseil de sécurité qui devrait adopter prochainement un texte poussant à l'arrêt des combats. Les affrontements entre les forces pro-gouvernementales et les combattants du maréchal Haftar ont fait 56 morts en une semaine. Rita Saha pour le récit. Tirs de roquettes, coups de feu, ici à Ain Zara, une dizaine de kilomètres de la capitale libyenne, les forces du gouvernement d'union nationale tentent de couper la route des milices pro-Haftar. Depuis quelques jours, les combats entre l'armée nationale libyenne, celle de l'homme fort de l'est du pays, et des combattants du GNA soutenus par la communauté internationale se sont intensifiés. Les Nations unies réclament encore et toujours l'arrêt des combats. Il est encore temps d'arrêter. Il est encore temps qu'un cessez-le-feu ait lieu, que les hostilités cessent et d'éviter le pire qui serait une bataille dramatique et sanglante pour Tripoli. Depuis le début de l'offensive du maréchal Haftar le 4 avril dernier, les affrontements ont fait au moins 56 morts et près de 4500 déplacés. Sur place, les ONG internationales tentent malgré l'intensification des combats d'évacuer les civils. Les combats et le nombre de victimes qui ne fait qu'augmenter, le nombre de blessés et déplacés sont le signal d'un risque concret de crise humanitaire que nous devons empêcher le plus tôt possible. Selon l'UNICEF, près d'un demi-million d'enfants libyens seraient menacés si la situation dégénérait davantage dans la capitale libyenne. En attendant, les hommes de Khalifa Haftar continuent de gagner du terrain. Ces derniers auraient même affirmé avoir pris le contrôle d'une caserne militaire à 50 km au sud de Tripoli. Direction à présent le Sultanat d'Oman où le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a transmis un message de Sa Majesté le roi Mohammed VI et Qaboos Ibn Saïd, sultan d'Oman, un message transmis lors de l'audience qui lui a été accordée à Mascate par son Altesse Fahd bin Mahmoud Al Saïd, vice-premier ministre du Conseil des ministres. Nasser Bourita qui s'est également rendu à Doha où il a été reçu par l'émir de l'État du Qatar, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a transmis à son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani un message de Sa Majesté le roi Mohammed VI, un message portant sur les relations bilatérales et la situation régionale. Retour au Maroc avec la réunion hebdomadaire des membres de l'exécutif. Le Conseil de gouvernement a examiné 4 projets de décret, dont le premier modifie et complète le décret relatif au marché public. Le second texte vient compléter le décret au sujet de la Commission nationale de la commande publique, alors que le troisième concerne les délais de paiement et les intérêts moratoires. Enfin, le dernier texte concerne les établissements et les cités universitaires. Il se caractérise par une modification des comportements de consommation. Le mois de Ramadan qui approche à grands pas est synonyme de tables largement garnies. Les ménages dépensent plus d'un tiers de plus en alimentation durant le mois sacré. Certains ont déjà commencé à faire leur emplette. Exemple avec ce reportage réalisé à Rabat par Mriem Mellel et Youssef Lotfi. Le récit est de Sarah Jabri. Moins d'un mois nous sépare du Ramadan, un mois durant lequel les habitudes des Marocains et leur mode de vie changent radicalement. Depuis quelques jours déjà, les préparatifs vont bon train pour accueillir cette occasion exceptionnelle, comme il se doit. J'ai acheté des féculents, comme les lentilles et les fèves, et d'autres denrées alimentaires essentielles durant ce mois. J'ai pris des graines de sésame, de la farine et de l'huile. Je trouve que les prix sont raisonnables. Il reste encore quelques semaines pour Ramadan, mais je préfère tout préparer à l'avance.
Sur les étals des marchés, les féculents, les dattes et autres produits à forte consommation sont suffisamment abondants. Les prix sont quant à eux stables, voire plus bas, comparés à l'an passé. Pour 1 kilo de lentilles, il fallait compter en moyenne 15 à 17 dirhams. Cette année, le prix a baissé de 3 dirhams. Pour les pois chiches également, l'an passé, il coûtait 33 dirhams le kilo. Maintenant, il faut compter en moyenne 12 à 22 dirhams le kilo, selon la qualité. Le mois sacré, un mois de surconsommation. En effet, les ménages marocains dépenseraient en moyenne 37% de plus en alimentation par rapport au reste de l'année. Plusieurs familles ont recours au crédit de consommation durant le mois de Ramadan, ce qui est inconcevable. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de rationaliser les dépenses. Rationaliser les dépenses pour éviter le gaspillage alimentaire, car le mois sacré est avant tout synonyme de piété, de recueillement et de partage. Assèchement et éloignement des puits, c'est ce à quoi sont confrontés les habitants de la commune de Jdor dans la province de Youssoufia. Plusieurs fois par jour, ils doivent parcourir de très longues distances pour s'approvisionner en eau potable pour répondre aux besoins des foyers et du bétail. Il y a quelques années, une solution semblait avoir été trouvée par les autorités communales, mais les villageois attendent toujours sa mise en place effective. Reportage d'Hassan Hobban et Adil Boskri, le récit est de Hind Menabnbi. Cette route est empruntée tous les jours par les habitants de la commune rurale de Jdor dans la province de Youssoufia, à plus de 200 km de Marrakech. À pied, en charrette ou à dos de mulet, ils doivent parcourir des dizaines de kilomètres pour accéder à la source d'eau potable la plus proche. Je fais le chemin jusqu'à 3-4 fois par jour. Certains le font 6 fois par jour. 200 litres ne sont pas suffisants pour nos besoins et ceux du bétail. Pour remédier au problème d'accès à l'eau potable, des fontaines publiques ont été installées il y a quelques années au cœur des douars de la province. Seul problème, elles ne fonctionnent toujours pas. Cela fait 4 ans que ces fontaines sont installées ici. Il n'y a pas de robinet pour les utiliser. On doit parcourir 6 à 7 km pour aller chercher de l'eau. 55 fontaines publiques ont été installées pour approvisionner tous les douars avec l'eau du barrage Le Bhira. Mais comme il n'y a plus de ressources hydriques dans ce barrage, un autre projet est prévu pour approvisionner les douars en eau potable. Une solution qui semble encore bien lointaine aux habitants des 55 douars de la commune de Jdor qui bataillent chaque jour pour s'approvisionner en eau potable, une situation que vivent également les habitants de 3 communes rurales voisines. La page santé de ce journal est consacrée à cette intervention non invasive qui consiste à examiner l'intérieur de la cavité abdominale à l'aide d'une caméra de quelques millimètres. La laparoscopie, cette technique médicale a permis de très grandes avancées, notamment dans le domaine gynécologique. Et justement, le service de gynécologie obstétrique du CHU Mohamed VI de Marrakech a organisé un cours avancé international sur la question, une formation spécialisée encadrée par des experts marocains et étrangers. Reportage Izza Sharqi et Mohamed Chima. La laparoscopie, cette technique qui consiste à introduire une caméra dans l'abdomen pour le diagnostic ou l'intervention chirurgicale, fait l'objet aujourd'hui de cette formation auquel ont participé des experts marocains, français et indiens. L'objectif, augmenter les connaissances appliquées en chirurgie avancée dans le domaine de la gynécologie. On a fait participer bien sûr une équipe nationale avec les universitaires de Oujda, de Rabat et de Marrakech et en plus des équipes de France, notamment de Strasbourg et d'Inde, en vue d'améliorer les performances de formation. Nous on vient pour exposer un peu ce qui se passe chez nous, peut-être avec un peu plus de moyens, mais la base reste la même. Et je pense qu'il faut vraiment se former. La chirurgie mini-invasive, c'est l'avenir de la chirurgie. En plus du volet théorique, un entraînement sur modèle animal a permis aux praticiens de mieux se familiariser avec ces nouvelles techniques avancées de chirurgie endoscopique. Une session de formation qui rentre dans le cadre de l'apprentissage continu des jeunes résidents en gynécologie obstétrique. Cette formation, elle met en évidence l'intérêt de la précision
lorsque on est devant une chirurgie par mode cœlioscopique. Elle a un rôle très important dans la formation continue des médecins, des chirurgiens. Au Maroc, la première opération laparoscopique en 3D a été réalisée en 2015. Cette technique innovante permet aux chirurgiens une meilleure visualisation pendant l'opération et une convalescence plus rapide des patients. Je vous le disais en titre, il vient de décrocher un poste stratégique au sein de la Confédération africaine de football. Le Marocain Mouad Hadji a été désigné ce jeudi au Caire nouveau secrétaire général de la CAF. Avant cette nouvelle nomination, Mouad Hadji était coordinateur général de l'administration de l'instance sportive africaine. Rita Saha. Voici le visage du nouveau secrétaire général de la Confédération africaine de football. Nommé il y a quelques heures lors d'une réunion du bureau exécutif de la CAF au Caire, le Marocain Mouad Hadji succède à l'Égyptien Amer Fahmi, tout juste remercié par l'instance sportive du continent. Pourtant, rien ne prédestinait ce dentiste de carrière à une telle évolution dans le monde du ballon rond. Après avoir exercé de nombreuses années dans la médecine dentaire, Hadji abandonne tout pour se consacrer pleinement à sa passion. C'est d'ailleurs dans son club de prédilection, le Raja de Casablanca, qu'il débute sa carrière avant de rejoindre en 2009 le cabinet de Bonsef Belkhiat, ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque. Il sera alors nommé directeur adjoint de la Coupe du Monde des clubs organisée dans le Royaume. C'est à la Fédération royale marocaine de football que ce passionné de ballon rond poursuivra sa carrière. En charge des équipes nationales et de la commission de la coopération internationale, Hadji deviendra alors l'un des bras droits du président de la FRMF, Fawzi Rja. C'est un homme compétent avec plein d'énergie pour occuper ce poste. Cette nomination est une fierté pour le Maroc et le football marocain. Il quittera par la suite la Fédération royale marocaine de football pour rejoindre la Confédération africaine de football. Il y a quelques semaines, Mouad Hadji avait été nommé coordinateur général de la CAF et avait pour mission de superviser les actions administratives de l'instance sportive. Autant d'expériences qui lui ont permis de gravir les échelons et de rentrer dans le cercle des hommes forts du football africain. Nous terminons cette édition avec un lieu mythique, chargé d'histoire. La bibliothèque Ben Youssef de Marrakech abrite de véritables trésors, des écrits et des reliques qui datent de plusieurs siècles. Cet espace jalousement protégé est essentiellement réservé aux chercheurs et aux historiens. Reportage Izza Sharqi et Mohamed Chehima. Parchemins anciens et manuscrits d'époque, ces œuvres pleines d'histoire font la richesse de ce lieu symbole du patrimoine marakchi. Érigée au XIIe siècle, cette bibliothèque tire son nom du sultan almoravide Ali ibn Youssef, fils d'Ibn Cheshfin, fondateur de la Cité Rouge. C'est l'une des plus prestigieuses bibliothèques de l'histoire du Maghreb et pour cause, ce lieu renferme des écrits aussi rares qu'anciens, tels que ce Coran du Xe siècle écrit en koufi, la plus ancienne forme calligraphique de l'arabe. Nous avons procédé à la restauration de près de 169 manuscrits et Corans. Certains d'entre eux datent même du IVe siècle de l'Hégire et sont écrits sur des feuilles en peau de gazelle. La bibliothèque de Ben Youssef est l'une des dépendances de la mosquée-université du même nom, qui était à l'époque le foyer d'accueil d'étudiants en théologie. Elle constitue aujourd'hui une source de connaissances pour les universitaires et autres chercheurs. Je suis parmi les usagers de cette bibliothèque qui a une histoire très marquante et je crois que la mise en valeur de cette bibliothèque est une initiative constructive et intègre qui sert à optimiser le patrimoine culturel. Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a procédé à la réinstallation de la bibliothèque et du fonds bibliothécaire Ben Youssef, le plus prestigieux à Marrakech et au Maroc, le réinstaller dans son lieu d'origine, à proximité de la mosquée-université Ben Youssef. Afin de valoriser ce patrimoine, le ministère de la Culture et de la Communication a procédé à l'inscription de certaines de ses œuvres antiques sur la liste du patrimoine culturel national.
Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Après près de 4 mois de contestation, le président soudanais Omar el-Béchir a été contraint de quitter le pouvoir. Le ministre de la Défense a annoncé sa destitution à la télévision publique et la mise en place d'un conseil militaire de transition pour une durée de 2 ans. L'armée a imposé 1 mois de couvre-feu nocturne dans l'ensemble du pays. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.my, sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hussein Ouzig demain à cette même place. Mehdi Soufiane, quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.